Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment crucial pour le cycle 3, le CM1, la compréhension, en lecture à l'oral. Comment on fait pour que les élèves comprennent vraiment, au-delà du simple déchiffrage? Oui, c'est fondamental. Et pour ça, on s'appuie sur une source solide, le chapitre 5 du guide et du SCOL, pour enseigner la lecture et l'écriture au CM1. C'est vraiment le chapitre qui nous dit comment faire, quelle démarche privilégier. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ce que dit ce guide, ce qui marche, d'après les observations, la recherche. On va voir les grands principes, les activités proposées. Il paraît qu'on parle beaucoup d'enseignement explicite. C'est ça? Allez, on explore ça. Et tu comprendras, mais bien dans « apprends comment on fait pour comprendre ». D'accord. Et ce qui est frappant en fait, c'est l'insistance sur une approche très structurée, très consciente. Le guide liste des piliers importants, des contextes motivants pour les élèves, enseigner les structures des textes, apprendre des stratégies de lecture bien définies, discuter des textes, mobiliser le vocabulaire, évaluer bien sûr, différencier, et même faire le lien entre lecture et écriture. On voit bien qu'il y a une volonté de systématiser un peu tout ça. Une approche très pensée, oui. Alors, concrètement, comment ça s'organise en classe selon ce guide? Il mentionne 3 grandes familles d'activités, c'est bien ça? Et ça, exactement. 3 types d'activités qui s'articulent. D'abord, il y a ce qu'il appelle les activités modulaires. Modulaire. Oui, pensez à des séances plutôt courtes, très ciblées, très guidées par l'enseignant. Là, on va vraiment travailler une difficulté très précise. Par exemple, apprendre à faire une inférence, repérer à qui renvoie un pronom, le fameux « il » après avoir parlé de Pierre. Vous voyez. Ou bien clarifier un mot de vocabulaire essentiel. C'est vraiment de l'entraînement très spécifique sur une stratégie. D'accord, très focalisé. Et j'imagine qu'une fois qu'on a entraîné ces stratégies, un peu isolément, il faut les utiliser ensemble. Bah oui, c'est la deuxième étape, hein, les activités intégratives. Là, on passe à des textes un peu plus riches, un peu plus complexes, mais qui restent quand même assez courts. Une nouvelle, un extrait de roman. L'élève doit alors mobiliser plusieurs stratégies qu'il a vues dans les activités modulaires. Ah oui. Et là, l'enseignant est encore très présent. Il accompagne, il aide les élèves à dire comment ils ont fait pour comprendre. C'est là qu'on retrouve l'importance de la préparation que le guide souligne. L'enseignant doit avoir analysé le texte avant, anticipé les difficultés, les stratégies qui seront utiles. On apprend à jongler avec plusieurs outils, quoi, mais toujours avec un accompagnement. Et la 3e catégorie, alors, elle vise quoi? Plutôt la culture? Oui, tout à fait. Ce sont les activités à visée culturelle. Là, on change d'échelle. On travaille sur des œuvres complètes, des romans jeunesse, des documentaires, sur un temps plus long. L'objectif ici est un peu différent. C'est plus pour développer la curiosité, l'imaginaire, débattre des interprétations possibles, construire une culture littéraire partagée dans la classe. Mais le guide insiste bien. Même pour ces lectures longues, il faut absolument soutenir les élèves plus en difficulté pour que tout le monde puisse suivre et participer. C'est essentiel. D'accord. Et ces 3 types, ils fonctionnent ensemble, j'imagine. Ah oui, c'est crucial de le voir comme ça. Ils ne sont pas séparés, ils s'alimentent. Le modulaire donne les outils pour l'intégratif, et l'intégratif prépare et facilite l'accès aux lectures plus longues, plus culturelles. C'est vraiment pensé comme un parcours, une progression. Et au cœur de tout ça, vous parliez de l'enseignement explicite. Qu'est-ce que ce chapitre 5 entend exactement par là? C'est un terme qu'on entend beaucoup. Oui, et c'est peut-être l'apport majeur de ce guide sur ce point. L'idée fondamentale, c'est de rendre visible ce qui est souvent invisible. Chez un lecteur expert, comprendre, ça paraît automatique, on ne sait plus trop comment on fait. L'enseignement explicite, c'est justement décomposer ce processus mental, le montrer aux élèves, le nommer, le faire pratiquer de manière consciente. D'accord. Donc, objectif clair annoncé aux élèves, des élèves actifs qui essayent, et un guidage très précis de l'enseignant. C'est vraiment l'opposé de l'idée un peu passive du « laissez-les découvrir, ils finiront bien par comprendre ». Une approche qui, le guide le rappelle à juste titre, a tendance à creuser les inégalités. Rendre visible le cheminement de la pensée. Et est-ce que le guide donne des pistes sur comment faire cet enseignement explicite? Des modalités précises? Oui, il décrit 2 grandes modalités. D'abord, ce qu'il appelle l'instruction directe. Là, c'est l'enseignant qui décompose la tâche, qui montre très clairement comment faire, souvent en pensant à voix haute, en modélisant sa propre réflexion, puis il guide la pratique des élèves étape par étape. C'est très efficace pour les activités modulaires, justement, pour enseigner une stratégie bien précise, comme faire une inférence. Le prof montre l'exemple, en gros. C'est ça.
Et l'autre modalité, c'est l'approche par résolution guidée. Là, on met plutôt les élèves face à une tâche un peu plus complexe, typique des activités intégratives. Ils doivent essayer de la résoudre et l'enseignant est là pour accompagner, pour poser des questions, pour aider à analyser les erreurs ou les réussites, mais sans donner la solution directement. C'est une construction un peu plus collective, basée sur la réflexion, l'échange. Ça demande une sacrée préparation de la part de l'enseignant, j'imagine, hein. Analyser la tâche, anticiper les blocages, savoir quelles questions poser au bon moment. Tout à fait. Le guide insiste beaucoup là-dessus. La préparation est essentielle. Bien choisir son texte, repérer les difficultés potentielles, mais aussi les enjeux de compréhension, prévoir les aides possibles, le vocabulaire à expliquer, et surtout anticiper le type de questions à poser. Pas seulement des questions sur ce que dit le texte, mais aussi des questions sur comment on fait pour le comprendre. Et ça, c'est vrai pour les textes courts, comme pour accompagner la lecture d'une œuvre longue, où il faut aider à garder en mémoire les personnages, l'intrigue, etc., tout en adaptant pour les différents niveaux d'élèves. Donc pour résumer un peu, ce chapitre 5 du guide EduScol, il nous donne une vision vraiment structurée et outillée de l'enseignement de la compréhension. Ce n'est pas une méthode unique et rigide, mais plutôt une palette d'approches, modulaires, intégratives, culturelles et différentes façons de faire de l'enseignement explicite, direct ou guidé. L'idée, c'est de les combiner intelligemment. Et l'objectif final, il est clair, c'est de donner à chaque élève les clés, les stratégies pour devenir un lecteur et un auditeur autonome, capable de comprendre en profondeur ce qu'il lit ou entend, et aussi, bien sûr, d'y trouver du plaisir. Oui, ce qu'on retient, c'est vraiment cette idée d'équilibre, soulignée par le guide. Un équilibre entre enseigner les techniques de façon très structurée, très explicite, et en même temps ouvrir à la culture, au plaisir des textes. Entre guider très fort au début et viser l'autonomie à la fin. C'est tout à fait ça. Mais alors, une question me vient. Le guide insiste beaucoup, et c'est nécessaire, sur les stratégies, sur l'explicitation de la pensée. Mais comment on fait concrètement, en appliquant ces principes, pour s'assurer qu'on ne transforme pas la lecture en une sorte d'exercice purement technique? Comment préserver le simple plaisir de se laisser remporter par une histoire, l'émotion? C'est peut-être là que réside tout l'art de l'enseignant, non? Une question à méditer.